Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous avoir rejoints à cette table ronde sur les nouveaux modèles d'affaires créateurs de valeur. Je suis Hélène Telon, je suis la fondatrice et dirigeante du cabinet Ginkgo 21. C'est un cabinet de conseil et formation en éco-innovation. Nous accompagnons les entreprises dans leur transition écologique depuis 20 ans déjà. Et sur cette thématique des nouveaux modèles d'affaires, eh bien, nous travaillons actuellement sur une étude pour l'ADEME à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, j'étais hier soir dans Paris, à l'Académie du Climat, pour participer à un atelier 2030 glorieuse. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Il s'agit d'imaginer, de construire ensemble, en petits groupes, des récits et des imaginaires pour des futurs désirables et durables. Et de relier ces récits et ces imaginaires à des initiatives, à des expérimentations que je pourrais appeler des graines d'utopie réaliste qui sont déjà présentes aujourd'hui en 2024. Eh bien, notre sujet d'aujourd'hui, les nouveaux modèles économiques, ça pourrait bien être une de ces graines d'utopie réaliste. Pourquoi ? Eh bien, parce que la promesse des nouveaux modèles d'affaires n'est rien moins que le fameux découplage. Découplage entre, d'une part, la croissance économique, la croissance du bien-être, et d'autre part, la croissance matérielle et les impacts environnementaux qui vont avec. Serait-il possible de garantir une prospérité économique tout en renonçant à des modèles d'affaires fondés sur le volume? Donc c'est cette question que nous allons éclairer avec le panel. Donc c'est le pari de quelques entreprises pionnières dont les initiatives pourraient bien en inspirer d'autres. Nos intervenants vont partager leurs expériences pour nous éclairer sur les nouveaux modèles d'affaires. Je note au passage que nous sommes bien alignés avec la thématique de ce 17e salon pro-durable, puisqu'il est dédié à la création de valeur. Au cours de cette heure de discussion, nous allons tenter de caractériser ces nouveaux modèles d'affaires et d'en identifier les facteurs clés de succès. En fin de session, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, aiguisez vos questions. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons réuni un panel hautement qualifié. Chacun des orateurs pourra apporter une vision complémentaire. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Oriane Klostre, qui est directrice chez Steam. Bonjour, enchantée. Ravie d'être là. Je pense que tout le monde ne connaît pas Steam, évidemment. Donc, en gros, nous, ça fait 10 ans qu'on existe. On est une spin-off des Mines de Paris. Et ça fait 10 ans qu'on accompagne des grands groupes, principalement, à se réinventer, notamment face aux enjeux environnementaux. Donc, très rapidement, soit on est directement avec les COMEX, avec les dirigeants, pour les aider à dessiner leurs utopies très réalistes, parce que c'est des COMEX. Vraiment dessiner leur industrie du futur et surtout décider de quel positionnement ils voulaient prendre, qui soit un positionnement plus soutenable dans ces industries du futur, et aussi avec les équipes beaucoup plus opérationnelles, Inno, R&D, Strat, à vraiment réinventer leurs activités existantes et leur modèle d'affaires. Voilà, et c'est un peu ça que je voudrais partager aujourd'hui. Super. Donc merci Oriane. Et nous avons aussi Marion Bertas, qui est directrice RSE chez Signify France. Bonjour, donc ravie d'être là. Donc Signify, ça va peut-être pas parler à grand monde. Par contre, si je dis Philips en éclairage, ça parlera peut-être un petit peu plus. Donc Signify, c'est le nouveau nom de Philips Éclairage depuis 5 ans maintenant. Donc c'est de la vente de solutions d'éclairage, alors auparavant non LED, mais aujourd'hui quasiment exclusivement LED et piloté, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et donc, on va vendre de l'éclairage, grosso modo, partout où il y a de l'éclairage artificiel, dans les maisons, dans les bâtiments, dans les écoles, dans les industries, dans de l'éclairage public.
Et donc notamment à travers la marque Philips et à travers d'autres marques qu'on a développées depuis, notamment des marques de logiciels pour piloter nos éclairages comme Interact. Et donc on reviendra sur les nouveaux modèles d'affaires que en fait, la rupture technologique de la LED nous ont permis en réalité de mettre en place. Donc on va revenir sur ce sujet en détail. Merci Marion. Nous avons aussi Émilie Alberola, qui est directrice générale chez EcoAct Europe du Sud. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci pour l'invitation pour prendre part à ce panel sur les nouveaux modèles d'affaires durables, générateurs de valeur, puisque c'est l'enjeu majeur de nos clients. EcoAct a un cabinet de conseil créé il y a 20 ans, donc voilà une start-up, spin-off qui a grandi assez vite au regard des enjeux évidemment de durabilité qui vont aujourd'hui du climat, mais aussi on va en parler dans une approche plus systémique qui doivent intégrer d'autres dimensions telles que la biodiversité et l'eau en premier lieu. Et donc très récemment, pour poursuivre cette extension de compétences et de capacités à vraiment accompagner des grands groupes, des grandes entreprises et toutes leurs filières sur ces enjeux-là, on a rejoint le groupe Schneider fin d'année 2023. Donc aujourd'hui, on est équipé d'un éventail de compétences pour, et je vais en rentrer un peu plus dans le détail justement, pour couvrir tous les enjeux qui concernent la transformation durable des entreprises. Voilà, ravi d'être là et de vous partager aussi des expériences qu'on rencontre avec nos clients. Merci Émilie. Et enfin, Alan Fustek, qui est fondateur et directeur chez Goodwill et qui a aussi une casquette de président de Carlotech. Bonjour tout le monde. Goodwill Management est un cabinet de conseil en RSE avec une approche très quantitative, très centrée sur la mesure d'impact que j'ai créé il y a 21 ans. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais intervenir sur l'utilité de la triple comptabilité économique, sociale et environnementale pour justement valider les nouveaux modèles d'affaires. Voilà. Et puis j'aurai l'occasion de parler d'une autre activité où on essaye justement de mettre en place des nouveaux modèles de production de richesse en Bretagne dans un écosystème qui s'appelle Carlotech. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Merci Alan. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Marion, tu as dit que vous avez mis en place un nouveau modèle d'affaires pour les ampoules ou la lumière, on dirait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Light as a Service ? Oui. Donc, il faut savoir que dans l'éclairage, on a vécu une très grosse révolution technologique qui est devenue vraiment mature, on va dire, à la fin des années 2000, qui est la LED. Et une deuxième révolution qui est arrivée derrière, c'est tout ce qui est l'IoT, puisque la LED étant un composant électronique, on va pouvoir le piloter. Donc ça a été une transformation énorme. En moins de 20 ans, on est passé de 0% de vente en LED dans nos ventes à plus de 85% aujourd'hui en vente de solutions LED et de solutions de pilotage. Donc ça a vraiment été un impact énorme. Mais avec une très belle opportunité sur les économies d'énergie possibles, parce qu'aujourd'hui, si on passe à de la LED, on va pouvoir faire tout de suite 50-60% d'économies d'énergie, tout de suite. Si on y ajoute de la détection, du logiciel, etc., on va monter à 85%. Donc clairement, une opportunité dans la rénovation extrêmement importante. En revanche, il peut y avoir un frein qui va être l'investissement initial sur ce matériel, en particulier si on veut aller chercher les solutions les plus efficaces, les plus performantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé une offre qui s'appelle Light as a Service, donc qui peut se ramener à de l'économie de la fonctionnalité, où en réalité, on ne va pas vendre le matériel d'éclairage à nos clients. Donc, ce n'est pas uniquement les ampoules, ça peut être vraiment des gros luminaires dans des industries, etc., qui peuvent avoir des valeurs unitaires importantes. Et nous, on ne va pas vendre le matériel, on va vendre un niveau d'éclairement. Donc, il y a un certain nombre de normes à respecter, etc. Et nous, on va aller voir le client, on va définir ses besoins et on va lui vendre un niveau d'éclairement sur un contrat qui va aller de 5 à 10 ans en fonction du besoin du client. Il va y avoir la maintenance qui va être incluse dedans. Et donc, en fait, son investissement, il ne va plus être sur la partie CAPEX, sur son partie investissement, mais ça va plutôt passer dans son budget opérationnel et avec un effet de trésorerie positif tout de suite pour le client.
Et en fait, il va financer via les économies d'énergie, finalement, le coût mensuel après de son niveau d'éclairement qu'on lui aura vendu. Donc voilà rapidement là-dessus. C'est un modèle qui a plutôt initialement séduit des clients plutôt industriels, avec des fortes intensités d'usage, et qui s'ouvre maintenant plutôt vers le segment tertiaire. Merci. Donc voilà, c'est un exemple vraiment intéressant parce qu'on voit, c'est le cas de le dire, comment on est passé de la vente d'ampoules à un service complètement différent. Alors là, c'était ce qui a permis ce pivot. Tu l'as dit, c'est le passage à la LED et puis les capteurs. Donc, Émilie, tu as la capacité aussi d'observer chez tes clients des transitions comme ça, des pivots. Et qu'est-ce qui peut les motiver? Parce qu'on ne change pas de modèle d'affaires juste pour le plaisir. Oui, exactement. Il faut toujours qu'il y ait quand même un moteur initial pour démarrer une transformation qui soit aussi profonde que cette transformation durable. Alors, nous, les entreprises qu'on accompagne s'engagent dans des objectifs climat alignés à la science, qui imposent des objectifs de réduction assez drastiques, très souvent validés par une initiative SBTI. Donc, c'est des trajectoires qui engagent des objectifs à peu près à moins 40% de réduction à l'échéance 2030, donc très prochainement. Et puis un objectif de long terme 2050, dans 25 ans, de réduction d'émissions qui tourne entre 90 et 95% d'émissions, voilà, nécessaires pour s'engager et être aligné à cet objectif scientifique. Donc on mesure voilà, le vertige de cette pente de réduction d'émissions à entreprendre. Donc on travaille avec les entreprises à définir leur plan de décarbonation. On identifie dans leur modèle d'affaires actuel ce qui est possible et qui va engendrer voilà, des réductions d'émissions. Ça tourne évidemment rapidement autour de la consommation énergétique. Donc comment on réduit cette consommation, comment on l'optimise, comment on l'évite aussi. Beaucoup de réflexions autour de la sobriété, des sources d'approvisionnement qui soient plus renouvelables, à la fois pour les bâtiments, pour les transports. Enfin voilà, on optimise, on maximise tous les leviers possibles et assez, on va dire, courants et classiques, quels que soient les secteurs et les entreprises. Et le constat qu'on fait ces dernières années, et tous les jours avec des clients voilà, qui avancent aussi en maturité sur le sujet, c'est finalement ces plans de décarbonation, quand on pousse au maximum à des niveaux les plus ambitieux chacun des leviers de décarbonation, le constat, c'est qu'en moyenne, d'ici à 2030, on parvient dans des fourchettes de réduction entre moins 15 et moins 20%. Selon les secteurs et les entreprises, et on est loin, on est à mi-chemin du moins 40%, et on est encore très très loin du moins 90%. Donc la question qui arrive rapidement dans l'échange, la discussion, l'accompagnement qu'on fait auprès des grandes entreprises, majoritairement grands groupes, c'est effectivement comment on peut aller plus loin. Et très rapidement, le constat, c'est que le plan de décarbonation défini ne permet pas en fait, de passer à l'échelle de cette ambition scientifique. Donc le plan de décarbonation ne permet pas de réduire suffisamment. On se rend compte aussi très rapidement dans des exercices aussi d'identification des risques climatiques qui vont affecter le modèle d'affaires de l'entreprise sur un moyen et long terme, qu'en fait le plan de décarbonation n'est pas non plus aligné avec ces enjeux liés à l'adaptation, à la résilience. Et donc là encore, voilà, la copie très récente, à peine sèche, en fait, est finalement à refaire. Et c'est assez problématique, évidemment. Et puis troisième motivation, une fois qu'on a bien compris le climat, le carbone en général, on regarde aussi ce qui se passe, les impacts en lien avec la biodiversité, avec l'eau. Et là encore une fois, le plan de décarbonation ne suffit pas pour se mettre à l'échelle de tous les enjeux environnementaux qui affectent le modèle d'affaires d'entreprise et puis les impacts aussi générés par ce modèle d'affaires. Donc voilà, je dirais de ces trois motivations, aller au-delà du plan de décarbonation pour réduire des émissions, la question de la résilience et des risques, la question de l'approche systémique nécessaire. On ne peut pas parler que de carbone quand on se projette dans la durabilité à long terme, évidemment. Et puis la dernière motivation qui est en fait aujourd'hui le principal accélérateur, il n'y a qu'à voir le programme d'aujourd'hui de ProDurable, c'est évidemment la réglementation. Et aujourd'hui, on a voilà, tout un socle réglementaire qui pousse les entreprises à considérer cette question de la double matérialité,
de préparer des plans de transition. Et évidemment, j'évoquerai la CSRD comme aujourd'hui principale motivation des entreprises pour démarrer cet exercice qui de facto n'est pas, enfin en tout cas ne doit pas être perçu que comme un exercice réglementaire. C'est bien ce qu'on raconte aussi à nos clients. Derrière, il faut vraiment prendre la mesure de toute la dimension stratégique de cette transformation. Tout à fait, donc merci. Si je résume, finalement, c'est qu'il faut changer de braquet. Et pour changer de braquet, on a besoin de réinventer les modèles d'affaires. Alors, tu as parlé de sobriété énergétique. Justement, Oriane, tu as accompagné une entreprise dans le domaine des équipements électriques. Oui, tout à fait. Donc, juste pour reprendre un petit peu, enchaîner, nous, on arrive après, justement, effectivement, tous ces constats qui sont posés. Et lorsqu'on se rend compte, comme tu le disais, qu'en fait, on a beau faire tout ce qu'on veut, notre activité existante, notre modèle d'affaires existant et historique, il tracte une empreinte environnementale qui est trop forte. Et il faut essayer, découplage, on n'y arrivera pas, mais de décorréler au maximum la génération de valeur avec l'empreinte environnementale. Et donc, nous, ils viennent nous voir sur ces sujets de réinvention. Donc, concrètement, c'est des entreprises de tout secteur nous, on traite. On a travaillé pas mal dans l'énergie, on travaille avec Michelin, Boulanger, AOS, SNCF. Vraiment, c'est des questions qui se sont posées maintenant dans tous les secteurs et ça fait du bien depuis quelques années. Et donc, concrètement, ça va être des entreprises qui vont venir nous voir, soit pour passer du produit au service, effectivement, tout ce qui est autour des nouveaux modèles circulaires aussi, et tout ce qui va être autour, ça embarque de la réinvention de modèles d'affaires, des entreprises qui sont historiquement dans des secteurs très carbonés et qui souhaiteraient en sortir et se diversifier vers des secteurs moins carbonés et plus essentiels. Et donc nous, ce qu'on voit dans les démarches de réinvention de modèles d'affaires qu'on a avec nos clients, c'est qu'il y a 3 pièges hyper classiques qui peuvent vraiment vous barrer, vous mettre des bâtons dans les roues dans votre démarche. Le premier piège, c'est de ne pas avoir compris qu'en fait, réinventer un modèle d'affaires, c'est venir toucher très fort au modèle d'exploitation historique de l'entreprise. Donc en fait, vous allez proposer des options qui parfois vont perturber la chaîne de valeur historique, le positionnement historique, qui parfois vont phagocyter votre business historique, qui parfois vont venir percuter votre outil industriel. Et ça, en fait, dans les entreprises où il n'y a pas un vrai engagement des décideurs, des COMEX, et une vraie ambition à vraiment sortir ces modèles d'affaires et que ça contribue à l'activité économique de l'entreprise, en fait, on voit que les chefs de projet, ils n'arrivent pas à sortir du POC, de l'expérimentation, du proto, du petit corner circulaire, parce qu'en fait, ils n'ont pas le mandat et la vraie autorisation pour mettre ces options et avoir ces discussions-là sur la table. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Le deuxième écueil qu'on voit, quand on arrive, évidemment, il y a des équipes qui ont déjà vachement travaillé sur les sujets, c'est que généralement, elles sont parties en pointe sur la faisabilité technique de la nouvelle offre ou du nouveau service circulaire, ou voilà, de la nouvelle chose. Mais elles sont parties en pointe sur l'aspect technique alors qu'on est en train de parler de nouveaux modèles d'affaires. Et ce dont on a l'impression, c'est parce qu'en fait, dans les entreprises aujourd'hui, la conception aujourd'hui, elle est beaucoup du côté des fonctions techniques, de la R&D, l'INO, il y a un vrai prisme techno. Donc par exemple, effectivement, l'année dernière, on a pas mal accompagné des industriels, et notamment un en particulier, sur passer de... Donc c'est un industriel qui produisait des équipements qui vont dans la maison, qui consomment beaucoup d'électricité, et il souhaitait corréler une partie de son activité à du service, et du service qui faisait la promotion de la sobriété énergétique et des usages. Et donc on est arrivé et on s'est rendu compte que l'équipe, elle était partie en pointe. Elle savait quelles données elle voulait récolter dans la maison. Elle avait déjà fait un modèle d'intelligence artificielle. Elle avait une appli. Vraiment, c'était génial. Problème, le business case n'était pas du tout à la même maturité. Et donc en fait, là, on était dans une position assez délicate vis-à-vis des décideurs parce qu'on avait déjà investi beaucoup, mais on était parti en pointe sur le volet faisabilité. Et on avait oublié qu'en fait, quand on conçoit un modèle d'affaires, on conçoit un business model, on conçoit des usages, on conçoit, et donc il faut vraiment bien réfléchir, avoir vraiment dans cette équipe, dans ces attelages que vous mettez sur un nouveau modèle d'affaires, vraiment des gens qui ont des casquettes plus entrepreneurs et qui vont se charger de vraiment creuser, chercher comment on va vendre, à qui, est-ce qu'il y a un consentement à payer, tiens, il faut qu'on embarque des usages qu'il n'y a pas aujourd'hui, comment on le pousse, comment on fait du nudge, voilà, il y a une vraie partie de conception, pas technique, à faire, et nous on la porte parfois beaucoup avec nos clients, mais qui manque généralement là-dessus. Et en troisième, le troisième écueil majeur nous qu'on voit, c'est de penser qu'on va retrouver la recette magique et que la bonne idée, je pense que tout le monde est converti dans cette salle. Les nouveaux modèles d'affaires, on manque énormément de données.
on manque énormément de retours d'expérience. Donc en fait, la première idée va rarement être la bonne. Donc il faut éviter de tomber dans le piège de j'ai une idée d'un modèle circulaire, d'un nouveau business circulaire, et tout ce que je veux faire, c'est la vérifier, tomber dans plein de biais de vérification et la lancer coûte que coûte. Non, votre première idée, elle est géniale parce qu'elle vous permet de mettre de la dynamique. Mais après, il faut vraiment être dans un état d'esprit entrepreneurial qu'on ne voit pas forcément chez tous nos clients pour la crash tester le plus vite possible, la pivoter et tout de suite et la développer. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir a priori, en tout cas moi je suis incapable quand j'accompagne des clients alors qu'on fait ça pas mal, je suis incapable de dire à mes clients, étant donné votre secteur, étant donné votre positionnement sur la chaîne de valeur, je peux vous dire que vous, c'est tel modèle circulaire qu'il vous faut. Nous, on est incapable de faire ça. On va partir d'une première idée, on va se confronter très très fort, très vite, et on va sortir un nouveau business. Donc, par exemple, sur l'offre de sobriété énergétique, quand on a accompagné notre client pendant 2-3 mois, on a pivoté 3 fois avant de se rendre compte qu'il n'y avait aucun marché en France, que le marché, qu'une offre de sobriété en France, en fait, il n'y avait pas un consentement à payer, les gens n'étaient pas assez incentivés à payer un service pour faire des économies sur leur facture d'électricité parce qu'en fait, c'était minime, les gains, et qu'en fait, ils étaient intéressés, par contre, dans des pays où la sensibilité au prix de l'énergie, au prix de l'électricité est vraiment directement impactée sur le consommateur final, donc par exemple en Scandinavie. Et là, eux, c'était du 30% sur ma facture d'électricité annuelle. Donc eux, ils avaient un vrai consentement à payer pour ce service-là. Et on a dû repackager l'offre. Voilà. Donc voilà, juste pour vous dire, vos premières idées, elles sont géniales, mais vous ne vous battez pas à essayer de les convaincre a priori, mais plutôt à essayer de convaincre de s'engager dans une démarche qui va initier un modèle d'affaires circulaire ou qui va initier un modèle d'affaires plus durable. Voilà, un peu sur un retour d'expérience terrain-terrain. Merci, c'est très précieux. Donc voilà, nous retenons que apprendre en faisant, c'est ça. Essayer, se tromper et recommencer. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est hyper itératif. Voilà. Alors, changement de secteur. Émilie, tu as accompagné une entreprise dans le domaine des industries agroalimentaires. Exactement. Et on se dit que ça doit être difficile dans ce secteur-là de sortir du volume. Exactement. Et donc, pour faire le lien avec ce que tu disais précédemment, effectivement, l'exercice de prospection, de prospective est important. Et donc, c'est vrai que nous, on accompagne, une fois que l'entreprise a fait ce constat il va falloir qu'on fasse évoluer plus que juste décarboner dans notre périmètre d'activité actuel. C'est intéressant de faire cet exercice pour essayer de projeter l'entreprise dans son futur et examiner différents scénarios. Et donc, c'est ce qu'on a fait effectivement avec une entreprise du secteur agroalimentaire. En 2023, on a travaillé à modéliser différents scénarios par rapport à l'évolution de son portefeuille d'activité, on a modélisé l'évolution de son portefeuille d'activité, les revenus inhérents et effectivement les émissions carbone inhérentes. La conclusion, ça a été pour tenir leurs engagements climatiques, le seul scénario qui permettait vraiment de valider cette trajectoire de réduction massive d'émissions, en fait, revenait à réduire le volume de production, évidemment, une transformation forte de leur portefeuille avec l'arrêt de certains produits les plus carbonés. Et puis le fait d'avoir poussé au maximum tous les autres leviers, on va dire, de décarbonation. Donc ça, c'est les conclusions de l'exercice 2023. Et donc l'entreprise a mesuré le fait qu'il fallait transformer son portefeuille de produits. Et donc là, on s'attelle en 2024 à l'accompagner, à travailler sur les produits les plus carbonés, comment on peut les faire évoluer pour réduire effectivement leur intensité carbone. Donc un des produits sur lesquels on a travaillé, donc ils ont sélectionné 2 produits pour faire 2 projets pilotes et voir jusqu'où ils pouvaient pousser le curseur du changement. Sur le premier produit, on a examiné avec eux, on a fait un scénario d'évolution de 50% du portefeuille lié à ce produit. On a modifié les entrants, et notamment, on est dans l'agroalimentaire, sur ce produit, en tout cas, les entrants d'origine animale sont forcément carbonés. Et donc, on a remplacé les entrants de source animale par de la source végétale. Et au final, on a pu démontrer un scénario réaliste et plausible pour l'entreprise qui serait de faire évoluer 50% de son portefeuille sur ce type de produit, de réduire de 32% son intensité carbone
d'ici à 2030, 2050, pardon, et tout en maintenant une croissance d'ici à 2050 de 25% sur ce type de produits. Donc ça, c'est important qu'au final, on arrive à créer de la valeur pour l'entreprise, réduire fortement l'intensité. On a démarré le deuxième chantier, donc là, j'aurai moins d'éléments tangibles et déjà concrets à partager. Mais le deuxième chantier concerne et intègre aussi la dimension du packaging. Comment faire en sorte de proposer aussi un produit qui puisse réduire l'empreinte carbone sur cette dimension-là. Voilà, donc peut-être produit durable 2025. Je partagerai ce retour d'expérience. Avec plaisir. Donc là, on voit bien sur ces exemples-là que ce changement de modèle d'affaires, c'est vraiment stratégique et ça touche l'entreprise dans ses bases et très en profondeur. Je disais en introduction que la promesse de ces nouveaux modèles d'affaires, c'est alors le découplage, peut-être pas une décorrélation entre la croissance économique et la croissance des impacts. C'est une promesse, mais comment vérifier que cette promesse est bien tenue? C'est important de poser des chiffres et c'est là qu'intervient Alan avec la triple comptabilité que tu as mise au point avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Tout le monde dans la salle, bien sûr, connaît la comptabilité. La triple comptabilité rajoute 2 dimensions. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui en ont entendu parler. Une dimension donc sociétale, et une dimension environnementale. La façon macroéconomique de matérialiser de la valeur économique ou socio-économique, c'est la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, vous la lisez bêtement dans votre compte de résultat. Et donc, on pourrait dire, la création de valeur, c'est ça. Pas simplement pour l'actionnaire, pour tout le monde. Parce que dans la valeur ajoutée, il y a les salaires aussi. Très bien. Donc, on pourrait dire, la valeur créée, c'est ça. Sauf qu'on oublie, premièrement, les externalités sociales. C'est-à-dire que si vous créez beaucoup de valeur ajoutée dans votre entreprise, mais que ça se fait à un prix épouvantable sur le plan social, beaucoup d'accidents du travail, tout le monde en burn-out, personne de formé, que sais-je encore, on voit qu'il y a des externalités sociales négatives qu'il serait convenable de prendre en compte. C'est ce qu'on fait. Et puis après, il y a l'impact environnemental. L'impact environnemental, il est, dans l'absolu, il est nul ou négatif. Il ne peut être que nul ou négatif. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Et donc, il faut calculer les externalités environnementales qui sont négatives s'il y en a. Alors, dans la méthode de triple comptabilité, on l'a mise au point il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on l'a mise en œuvre à peu près sur, je ne sais plus exactement, entre 60 et 100 entreprises en France. On a ouvert une chaire de recherche sur le sujet pour bétonner encore plus notre travail sur le plan scientifique. Et grosso modo, en quoi ça consiste? Petit 1, on est parti. Je vais faire un focus plus particulièrement sur la dimension environnementale parce que c'est là que c'est le plus compliqué de faire évoluer nos modèles économiques pour rentrer dans une économie qui sera, j'espère, rapidement soutenable. Je fais un focus donc sur l'environnement. Nous sommes partis des limites planétaires. Les limites planétaires, produites en 2009 pour la première fois par le Stockholm Resilience Center, on les a déclinées pour la France, on les a ventilées par secteur, de sorte qu'on a des quotas de limites planétaires pour n'importe quelle entreprise. Voilà. Et ensuite, on a rajouté un truc aux limites planétaires qui n'était pas pris en compte, mais qu'on considère, nous, comme fondamentalement important, c'est la dimension des matières premières. Et donc, on a rajouté dans notre modèle de triple comptabilité la consommation ou la surconsommation de matières premières. Très bien. Et donc, on a des quotas pour les entreprises. Et puis ensuite, on calcule l'impact de l'entreprise et de toute sa chaîne de valeur. Scope 1, Scope 2, Scope 3, mais pas seulement pour le carbone, pour l'eau, pour les déchets, pour l'artificialisation des sols, pour la destruction de services écosystémiques, pour les matières premières et pour la pollution atmosphérique. Et on regarde l'écart au quota. S'il y a un écart positif, on dit tant mieux. Et puis s'il y a un écart négatif, on dit tant mieux et on calcule en euros une avance. Et s'il y a un écart négatif, on calcule un déficit. Voilà. Comment est-ce qu'on financiarise les écarts?
Le principe est assez simple. Après, dans la réalité des calculs, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, le principe est simple. On regarde la destruction de valeur ajoutée future, c'est-à-dire la destruction de PIB futur, qui va être liée à une surconsommation de capital naturel aujourd'hui. En d'autres termes, on dit, si tu surconsommes du capital naturel aujourd'hui, de combien tu appauvris tes enfants et tes petits-enfants. Voilà. Et donc, ça nous permet de faire un bilan en triple capital, c'est économique, social, environnemental, vous voyez, où on voit si à la fin de l'histoire, même si c'est une très très mauvaise idée de compenser une création de valeur sociale par une destruction de valeur environnementale, il ne faut surtout pas faire ça. Mais enfin, globalement, quand un dirigeant voit qu'il crée 5 millions d'EBITDA et puis qu'il détruit 10 millions de valeurs environnementales, ça lui fait quand même un choc. Voilà. Et ça déclenche des réactions pour ceux qui nous ont posé la question, qui sont encore assez peu nombreux. Je voudrais juste, pour conclure, après je donnerai des résultats. Tu me poses une autre question, je crois, après là-dessus. Hein, mais voilà. Donc, Suspense. Voilà. Parce que bien sûr, j'ai des résultats. Hein. Voilà. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Émilie, parce qu'on arrive exactement au même résultat, et ça mérite d'être souligné. Et pourtant, on ne s'est pas parlé avant de venir. C'est que quand vous mettez en place dans une entreprise une démarche RSE, que j'appelle moi 1.0. Voilà. Je suis président du label Lucie. Il y a 1400 boîtes dans la communauté Lucie. C'est de la démarche RSE 1.0. Vous réduisez en gros de 20% vos impacts environnementaux. Et après, il faut changer de modèle économique. Donc je voulais insister parce qu'on dit la même chose et on ne s'était pas parlé. Merci beaucoup, c'est très clair sur cette méthode de comptabilité et c'est précieux. Et finalement, vous mettez en œuvre concrètement l'adage inuit qui dit « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». C'est exactement ça. Alors, à propos de création de valeur, Marion, tu nous as dit que le changement avec les LED et le contrôle, etc., ça permet de gagner énormément d'énergie, mais je crois qu'il y a aussi d'autres formes de création de valeur. Oui, donc si on prend l'exemple de la solution donc Light as a Service, qui est une de nos activités, hein, qui n'est pas aujourd'hui l'unique, on s'aperçoit qu'elle a plusieurs aspects vertueux sur la partie environnementale. Alors, le premier aspect vertueux, c'est que ça peut permettre à une entreprise de faire sa rénovation tout de suite, plutôt que d'attendre plusieurs années d'avoir le budget d'investissement nécessaire. Mais après, dans la solution que nous, on va proposer, en fait, on s'aperçoit que ça nous pousse à proposer la solution finalement la plus décarbonante en termes produits. Déjà parce que pour que le modèle soit financièrement viable pour le client, parce qu'il va financer via ses économies d'énergie, nous, vis-à-vis du matériel qu'on va proposer, on va aller chercher les solutions les plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, avec la LED, il y a eu LED et LED. Hein. Même aujourd'hui, vous allez voir, vous allez acheter votre ampoule dans un supermarché, ça va d'une catégorie A à une catégorie E sur l'étiquette énergétique. Donc ça peut aller quasiment du simple au double, l'efficacité d'une LED. Donc nous, on va aller chercher nos modèles les plus efficaces. Parfois, on va même modifier spécifiquement pour le client le produit pour le rendre encore plus efficace que ce qu'on a au catalogue classique. On va y associer des systèmes de capteurs, de gestion, etc., exactement adaptés à l'environnement pour ne pas éclairer à 100% quand il n'y a pas besoin, pour ne pas éclairer quand il n'y a personne, pour ne pas éclairer quand il y a assez de lumière du jour, par exemple. Donc ça, c'est la première partie, c'est que ça va nous pousser à chercher la solution la plus efficace énergétiquement. Après, le deuxième effet vertueux, c'est que nous, on garantit un niveau d'éclairement sur la durée du contrat. Donc forcément, il y a de la maintenance dedans. Donc notre intérêt et celui du client, c'est d'avoir un produit qui tombe le moins en panne possible et que s'il tombe en panne, on puisse réparer. Et donc on va choisir des produits qui ont la plus longue durée de vie. Sur de la LED, ça va de 20 000 à 100 000 heures aujourd'hui. Donc on va aller chercher des produits plutôt 100 000 heures. Puis on va chercher des produits qui vont être avec des vis, parce que comme ça on peut les réparer, plutôt que des produits avec de la colle qu'on ne va pas pouvoir réparer. On va avoir des pièces détachées, etc. Donc ça, c'est le deuxième effet vertueux. Et après, quand on est dans ce système donc de Light as a Service, on va définir très précisément les besoins du client.
Et là où il peut y avoir une tendance, qu'on fait un projet de rénovation classique, j'ai un éclairage non LED, à la place je mets un éclairage LED, on va faire du 1 pour 1. Nous, on va vraiment étudier si on ne peut pas optimiser, alors toujours en respectant les normes et les réglementations des niveaux d'éclairement, mais si on ne peut pas optimiser le nombre d'appareils qu'on va installer. Et aujourd'hui, quand on va vers des produits plus performants, on peut installer jusqu'à moitié moins de matériel. Donc quand vous avez des luminaires qui pèsent 12 kg en fonte d'alu, quand vous en installez moitié moins que sur un projet classique, vous gagnez énormément sur la phase de production. Et donc, en fait, ça va être souvent moins d'appareils qui vont être installés, mais des produits à plus forte valeur ajoutée, là où c'était un marché où on a vu au début beaucoup de fabricants qui se sont engouffrés sur le marché de la LED avec des produits assez bas de gamme, pas toujours très performants, pas réparables, etc. Donc ça, c'est vraiment les effets vertueux qu'on a avec ce système de Light as a Service. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça peut avoir des co-bénéfices pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, quand on va vers ces produits les plus performants, en général, c'est des produits où il va y avoir plus de confort visuel, par exemple, pour les personnes qui vont être moins éblouissants. On va pouvoir adapter, donc pas toujours au maximum de l'éclairement s'il n'y a pas besoin. On va pouvoir proposer de remonter de la data, peut-être qui vont servir pour d'autres usages dans le bâtiment, sur les taux d'occupation, etc. Et donc, en fait, on va pouvoir peut-être adapter à certains publics aussi, s'il y a besoin dans certains espaces. Et donc, il va y avoir aussi des co-bénéfices qui découlent, qui ne sont pas forcément la motivation première, mais qui vont apporter quelque chose aux utilisateurs. Merci beaucoup. Oui, donc il y a des bénéfices sociaux finalement. Tu parlais quand on avait préparé de l'éclairage dans une école où on va mieux respecter le cycle circadien, je crois, des enfants. Effectivement. Alors aujourd'hui, on fait assez peu d'écoles sur un modèle LAS, mais on pourrait le faire dans des bureaux en fait, au cours de la journée. Parce que le soleil, il éclaire, il est plus ou moins jaune, plus ou moins blanc au fur et à mesure de la journée. Et donc, on recrée ce système qui va être plus chaud en début de journée, plus froid, donc plus blanc au milieu de la journée, et de nouveau plus chaud pour favoriser l'endormissement, notamment le soir. Et au contraire, être plus blanc en milieu de journée, où on a besoin peut-être d'être plus concentré après le repas, etc. Et en fait, ça reproduit les mécanismes biologiques de la lumière naturelle. Voilà, donc des co-bénéfices. Alors, on avait mis un peu de suspense, mais je crois que là, la tension est à son comble. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat quand vous avez déroulé la méthode de triple comptabilité sur un grand nombre d'entreprises. Alors, le résultat, il n'est pas terrible, en fait. Enfin, vous vous doutiez. Voilà. Donc, grosso modo, sur toutes les entreprises qu'on a étudiées à ce jour, on a des entreprises qui excèdent en moyenne leur quota de limite planétaire d'un facteur 3. Voilà. C'est la situation d'aujourd'hui. Le 7 novembre, encore un peu de suspense. Le 7 novembre, on sort une étude sur l'écart moyen aux limites planétaires de toutes les entreprises françaises. Mais là, on est pour l'instant sur l'échantillon que je vous ai indiqué. Donc, les entreprises, en moyenne, excèdent d'un facteur 3. Les entreprises très fortement engagées en RSE descendent, font moins, comme on disait avec Émilie tout à l'heure, moins 20%, c'est-à-dire on descend à 2,5, quoi, 2,6, 2,5. Voilà. Vous voyez, donc très fortement engagées en RSE. Donc vous comprenez par exemple que je suis assez irrité quand j'entends parler autour de nous d'entreprises à impact positif. De quoi parlons-nous? On parle de gens qui font des efforts. Je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur la RSE 1.0, parce que c'est pas facile d'obtenir, vous conviendrez, hein, mesdames, c'est pas facile d'obtenir moins 20%. Il faut prendre son élan pour obtenir moins 20%. Sauf que le compte n'y est pas. Voilà. Et donc, et c'est là tout l'intérêt de cette table ronde, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que pour rentrer dans les limites planétaires, c'est-à-dire une économie à peu près soutenable et une planète à peu près habitable, durablement, on est obligé de changer les modèles économiques. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer comme on a fait jusque-là, c'est sûr et certain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette information qui ressemble un peu au Science-Based Target, mais sur tous les impacts que j'ai cités tout à l'heure, ça fait un choc.
Alors, merci de partager ça et nous serons attentifs à la publication le 7 novembre. Donc moi, j'ai retenu aussi le lien que tu as fait, Marion, entre le changement de modèle d'affaires et l'éco-conception. Parce que finalement, le produit va aussi évoluer, puisqu'on va choisir des produits de qualité. Et en fait, si on pousse cette notion d'éco-conception, on arrive vite sur l'économie circulaire. Et il se trouve que c'est un domaine qui est aussi favorable à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires, parce que ce qui était un déchet devient une ressource, et donc ça bouscule forcément la chaîne de valeur. Alors, je crois que tu as un exemple à partager. Oui, exactement. On travaille aujourd'hui avec une entreprise du secteur de la distribution. On les accompagne sur leur plan de décarbonation. Donc, à nouveau, voilà, on identifie tous les leviers possibles pour réduire les émissions. La question de l'énergie des fournisseurs, la question de l'énergie côté client, sur le scope 1 et 2 de l'entreprise, la question de l'éco-conception de leurs produits aussi. On les accompagne sur l'évolution du mix de leur portefeuille de produits, et on a aussi ouvert le chantier des modèles d'affaires de circularité, comment on peut aussi arriver à réduire davantage avec ce levier. On a travaillé et identifié avec eux 4 modèles de circularité. Le premier modèle concerne la location. Donc l'idée, c'est de passer d'un modèle de vente de produits à de la location avec différentes options possibles et explorer. Donc soit c'est de la location à la journée ou à la semaine en fonction du besoin du client, soit ça pourrait être aussi des abonnements qui permettent aux clients de venir régulièrement louer différents types de produits. Donc location. Deuxième modèle d'affaires circulaire qu'on a examiné, c'est la question de la réparation des produits. Donc le client achète son produit et puis revient pour réparer sur le même espace de vente, de distribution. Différentes options aussi qui sont explorées. Soit ce sont des ateliers avec des techniciens qui récupèrent les produits, qui les réparent, et donc un atelier de service qui restitue le produit réparé. Soit aussi une option serait de proposer des ateliers de formation aux clients pour qu'ils puissent eux-mêmes réparer et puis mettre à disposition tout le matériel pour que les personnes reviennent sur site et puis réparent le matériel et puissent repartir pour en prolonger l'usage. Donc ça, c'est tout le modèle de la réparation. On a exploré évidemment le scénario de la seconde vie des produits en différentes options aussi, alors du B2C, du B2B, avec des partenaires, sans partenaires, voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir récupérer des produits, soit rachetés aux clients, soit issus des modèles d'affaires circulaires que je viens de citer, donc le modèle d'affaires de location, qui au bout d'un moment ne met plus à disposition les produits de location, mais les passe en seconde vie. Pareil sur la réparation. Et donc, ils proposent à nouveau, soit aux clients directement de l'entreprise, à ses clients, des produits de seconde vie, ou alors peut les revendre aussi à d'autres partenaires, puisque l'écosystème sur la partie seconde vie aussi s'étoffe de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est un scénario qu'on a examiné. Et puis, le dernier scénario qu'on a examiné, c'est la question du recyclage aussi, des modèles d'affaires en lien avec le recyclage. Donc, tous les produits qui sont exclus de la seconde vie, tous les rebuts qui sont issus des autres modèles, donc de réparation et puis de location, en fait, peuvent être recyclés pièce par pièce, à la fois pour l'entreprise. Donc l'entreprise, elle se rend compte aussi qu'elle peut réduire sa facture d'approvisionnement, d'achat en matières premières, dès lors qu'elle peut récupérer ces pièces et ces matériaux qui vont être réutilisés et réinjectés dans les circuits de production. Ou alors, ça peut aussi être ces pièces en recyclage peuvent être vendues dans des nouvelles filières aussi à des nouveaux partenaires, et ça génère aussi des revenus pour l'entreprise. Donc voilà, on a examiné ces 4 modèles d'affaires. On a évidemment donné une dimension financière et quantitative, en tout cas, à ces scénarios. Et on a comparé ces scénarios par rapport à un scénario de production de nouveaux biens. Donc l'entreprise qui se projette cette année et l'année prochaine à produire des nouveaux produits dans un modèle d'affaires actuel, business as usual, je dirais. Et donc, sans appel, le résultat montre définitivement, si on regarde un ratio entre le chiffre d'affaires généré et l'intensité carbone de la solution, enfin du modèle d'affaires, on arrive sur le podium avec une préférence nette du scénario pour de la location.
Le modèle d'affaires de location permet de générer jusqu'à 5 à 6 fois plus de valeur en fait, par rapport au scénario de produire à nouveau des produits dans le même circuit et le modèle d'affaires actuel. Le deuxième sur le podium, c'est la seconde vie, qui permet aussi de créer de la valeur, à la fois de la valeur en chiffre d'affaires, et aussi on a une estimation sur la marge qui confirme que ce sont des modèles d'affaires qui fonctionnent. Donc voilà, on en est là dans la réflexion avec l'entreprise et évidemment avec tous ces scénarios, l'entreprise est en train d'examiner comment passer à l'étape suivante de la mise en œuvre. Dans une réflexion, comme vous le disiez au début aussi, de testing, enfin de learning by doing. L'entreprise peut être convaincue, voilà, dans un exercice, on va dire, de modélisation sur fichier Excel et PowerPoint, que ça peut fonctionner. Mais après, la dimension de la transformation, elle est plus profonde. Il faut accompagner la mise en œuvre. Et là, voilà, il y a une dimension aussi plus humaine et une approche plus entrepreneuriale aussi à engager. Tout à fait. Donc vous êtes bien alignés. Donc on voit il y a un foisonnement de modèles d'affaires possibles autour de la circularité. Alors je crois que chez Signify, vous avez aussi une expérience de remanufacturing. Oui, alors sur la partie circularité, on a différentes initiatives qui sont lancées. Il y a une première partie, c'est qu'on a lancé une activité de fabrication en impression 3D, par exemple, où là, on va chercher des nouveaux types de matériaux. Donc, on a imprimé des luminaires avec des filets de pêche qui étaient devenus des déchets, les bonbonnes d'eau dans les fontaines, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on lance. Et un petit peu en mode start-up aussi, c'est-à-dire un petit peu en dehors du reste de notre système de production classique. Après, il y a effectivement la seconde vie. Alors ça, on le voit un petit peu apparaître. Et là, on est effectivement à faire des tests, pareil, avec des partenaires, voir comment les clients réagissent. Et puis après, il y a la dernière étape, c'est des clients. Aujourd'hui, la LED commence à avoir une certaine maturité. Donc, on arrive à la fin de vie, finalement, des premiers luminaires qu'on a installés il y a une dizaine d'années. Et donc, on a des clients avec qui on travaille du remanufacturing. Donc, on n'est pas effectivement dans le recyclage, bien qu'il y ait une filière de recyclage pour la LED. Là, on va dire aux clients, on va travailler ensemble pour garder un maximum de pièces dans votre luminaire et faire en sorte de le remettre à neuf. Alors, ça peut être différentes choses. Soit on développe des kits, ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire qu'on garde toute une partie du luminaire, on enlève ce qui n'était pas de la LED et on propose directement de transformer le luminaire en LED. Donc, on a gardé un maximum du luminaire. Soit, effectivement, on a un luminaire déjà LED qu'on va complètement remettre à neuf et où on va éliminer finalement les besoins en matières premières. Donc là, je reprends mon exemple, mais on a des luminaires qui peuvent peser jusqu'à 20 kg en fonte d'alu. Et donc, on a fait des projets en industrie, aussi dans des commerces, où finalement, on a éliminé complètement les besoins en matières premières sur je veux dire, la carcasse, enfin tout ce qui est fonte d'alu. On a changé uniquement l'électronique et tout le reste, on l'a gardé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on est dans cette démarche-là avec un client, le but principal recherché, c'est vraiment la baisse de l'impact carbone et de l'impact matière première. C'est pas forcément dans une optique purement économique, je veux quelque chose de pas cher pour rénover. Il faut que ça reste économiquement viable. On arrive plutôt un petit peu moins cher finalement même que du neuf, donc il reste un intérêt. Mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté du client, parce que c'est aussi pas mal d'organisation, c'est-à-dire qu'on ferme une partie de son entrepôt pendant qu'on rénove, après on réinstalle, etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une démarche de co-construction du projet avec le client. Et là aussi, on a fait les premiers projets de remanufacturing, on est sur des phases de test. Ce qui est sûr, c'est que plus les produits vont être maintenant, quand ils sortent, éco-conçus, plus cette partie remanufacturing, elle va être facile. Parce qu'on récupère des choses qui n'ont pas forcément été conçues pour l'économie circulaire et on arrive à le faire. Mais c'est sûr que quand on aura des produits qui ont été, dès leur conception, pensés comme ça, ces activités, elles vont être beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Oui, c'est ça, c'est un changement de modèle et donc ça va devenir récurrent. Oriane, tout à l'heure on parlait de création de valeur, de co-bénéfices. Peut-être revenons sur l'exemple que tu as cité au début dans les équipements électriques et comment tu qualifierais la création de valeur sur cet exemple-là? Ouais, alors donc on était donc avec un équipementier qui avait l'habitude de faire son chiffre d'affaires en fabriquant un produit et le vendre à un distributeur.
Et là, avec ces équipes, on a développé un service qui permettait de réaliser des économies d'énergie et qui vendait directement à l'utilisateur final. Donc déjà, on a un peu bypassé sa chaîne de valeur quand je vous disais que ça vient taper parfois sur des choses assez établies. Premièrement, on a bypassé quelqu'un dans sa chaîne de valeur et on est passé d'un produit à un service. Donc concrètement, maintenant, sur cette activité-là, il va vendre une installation parce qu'il faut quand même qu'il puisse connecter et récolter les données qui lui vont bien dans la maison des personnes concernées. Et après, en fait, l'entreprise a développé une appli et vend ce service et se rémunère en fait sur l'économie d'énergie réalisée. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était comme ça que les gens étaient prêts à avoir cette installation chez eux et à l'utiliser. C'était pas forcément un abonnement, il n'y avait pas le contrat de confiance qui était bien établi, mais c'était sur le résultat, entre guillemets. Donc ils prennent un fees sur les économies d'énergie réalisées. Encore une fois, ça ne marche pas en France, ça marche dans les pays notamment nordiques avec une fluctuation du marché de l'électricité qui a impacté sur l'utilisateur final. Voilà, juste un petit élément donc ça c'est le côté création de valeur économique, j'ai envie de dire. Enfin, si c'est pas les bons, je suis pas une experte de la triple comptabilité, donc faut pas hésiter à me corriger. Et sur le volet environnemental, parce que forcément, quand on fait de la réinvention de modèles d'affaires durables, on a une intention d'impact. Donc, c'est bien d'avoir un business plan qui est étayé, mais il ne faut pas perdre dans le chemin ce qu'on voulait faire au départ. Donc, on voulait faire la sobriété. Donc, on a bien fait attention dans la conception à le premier effet rebond qui nous apparaissait assez évident. C'était, ça va être moins cher ou ça va être plus intéressant, donc je vais utiliser plus d'énergie, plus d'électricité. Donc, on a bien fait attention dans l'utilisation et dans la conception de l'application à anticiper ce type de comportement qui pourrait avoir un effet rebond inhérent. Donc, ça, c'est la première chose. Et environnementalement, il y avait un peu un effet qui se coule, évidemment. Donc là, le service est en lancement. Donc, le temps nous dira, et des ACV plus poussés nous diront les externalités d'impact détaillées. Mais les effets sur lesquels qu'on est allé chercher, il y avait 2 effets. Premier effet, mine de rien, l'utilisation de ce service qu'on voyait dans les premiers tests, c'est qu'il y avait une baisse de la conso d'électricité. Ce n'était pas qu'une baisse de la facture. La baisse de la facture était significative. Hein. On allait jusqu'à du moins 30% sur une facture annuelle d'électricité. Encore une fois, dans des pays dont le prix de l'électricité fluctue. Et on avait toujours quasiment une baisse de la conso d'électricité. Mais en fait, selon les comportements des usagers, ça allait de l'ordre du % quand les gens étaient déjà sur des comportements hyper responsables à de la dizaine de %. Donc, ce n'était pas non plus une révolution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu que l'électricité pas chère, c'est l'électricité renouvelable, en fait, les gens tiraient sur le réseau électrique pour de l'électricité à basse, décarbonée. Et ils ne tiraient pas sur l'électricité quand on a rallumé les centrales électriques à gaz, par exemple, et où le prix monte. Donc en fait, vous consommez un petit peu moins d'électricité et en plus, vous consommez de l'électricité moins carbonée en général. Voilà, donc nous, c'était comme ça qu'on se rassurait sur l'intention d'impact et le respect de l'intention d'impact. Mais encore une fois, il va falloir que ça fasse sa preuve à l'échelle pour qu'on soit vraiment capable d'affirmer est-ce qu'on est sur un modèle d'affaires durable et soutenable. Ça a l'air bien parti quand même. Et encore une fois, là, je vous explique tout ça hyper rationnellement. C'est hyper itératif, la création de valeur sur des modèles d'affaires durables. Au début, on n'était pas parti là-dessus. C'est tous ces pivots, ces itérations et vraiment se confronter au terrain avec des approches entrepreneuriales qui fait qu'on est capable de post-rationaliser l'histoire et de vraiment raconter la création de valeur qu'on a eue, mais on l'a construit a posteriori. On n'avait pas cette idée dès le début de manière magique. Alors, je voudrais en venir au comment, avec le temps qui nous reste. Tout à l'heure, tu as évoqué un facteur clé de succès qui était important, qui est lié à l'engagement de la direction. Peut-être en 2 mots, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Ok, alors je vais essayer d'être rapide. Alors, c'est peut-être pas vrai ce que je vais dire pour les ETI et PME qui ont parfois des dirigeants qui sont hyper entrepreneurs. Mais nous, on l'observe beaucoup chez les grands groupes. Qui est-ce qu'on a très souvent à la tête des grands groupes aujourd'hui ? On a des super gestionnaires, des gens qui sont là parce qu'en fait, ils ont été hyper efficients sur faire tourner le modèle d'affaires actuel avec les règles du jeu du business as usual. Et quand vous faites de la conception de nouveaux modèles d'affaires, vous leur demandez d'inventer leurs activités du futur. Donc, vous leur demandez d'être concepteurs. C'est pas du tout forcément pour ça qu'ils sont là aujourd'hui.
et vous leur demandez d'être entrepreneurs, de prendre une décision sur laquelle il n'y a pas beaucoup de données aujourd'hui. C'est pas du tout les décisions qu'ils ont l'habitude de prendre où tout est héroïsé, on a plein de données, plein de data, et on sait exactement quand on fait un investissement, qu'est-ce qu'on va gagner derrière. Et donc ça demande de pas mal les accompagner, l'incarnation effectivement de scénarios et de premiers éléments, leur montrer ça pourrait être quoi, par exemple un modèle circulaire, et ça pourrait être quoi leur positionnement dans un modèle circulaire. Ça fait déjà une première brique parce qu'au moins ils ont des options un peu plus tangibles. Et le deuxième aspect, nous on travaille beaucoup avec nos clients, c'est assumer le côté émotionnel. C'est comme les disent les économistes, on décide avec l'émotion et on justifie après avec la raison. Mais en fait, dans ces changements de modèle d'affaires aujourd'hui, personne n'est capable de dire a priori c'est quoi le modèle qui va marcher. Donc il faut déjà qu'ils crantent l'ambition, qu'ils se disent en fait on ne peut pas continuer comme ça, on voit bien quelle est notre trajectoire et on voit bien qu'en fait si on n'a pas 20% de notre chiffre d'affaires à 2030 qui repose sur des activités par exemple circulaires, on voit bien qu'on sera complètement dans les choux sur nos objectifs de décarbonation. Donc, et c'est ça qui est très difficile avec eux, c'est de leur faire poser cette intention, accepter qu'en fait aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment on va y aller, mais en fait, on est obligé de décider qu'on va y aller et de mettre des équipes dessus et de mettre des investissements dessus. Et après, on va être très sérieux dans la démarche, apprendre très vite pour sortir des choses pas naïves qui concilient rentabilité et impact. Mais il faut d'abord qu'ils aient cette intention d'action. Et ça, c'est pas facile. Et si ça peut aider certains d'entre vous, on a sorti un guide pratique sur les nouveaux modèles circulaires où, alors, il n'y a pas de recette magique, encore une fois, mais on a décrypté à peu près 30 entreprises qui avaient sorti des choses côté circularité. Et surtout, on débunk pas mal les grandes croyances qu'on entend beaucoup de la part des dirigeants. Ça marche pas, c'est pas rentable, les clients, ils veulent pas de seconde vie, patati patata. Et donc, si ça peut vous donner du grain à moudre pour convaincre et être ambassadeur là-dessus en interne, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez le télécharger sur le site de Steam. Oui. Émilie, tu veux rebondir sur ces facteurs clés de succès ? Oui, je te rejoins complètement sur le constat. Effectivement, un des facteurs clés de succès, au-delà, et je ne développerai pas le fait d'avoir la photographie des enjeux, enfin la photographie de l'empreinte de l'entreprise, des impacts de l'entreprise pour effectivement identifier les enjeux prioritaires. Mais une fois cette photographie faite de double matérialité, l'engagement des COMEX est évidemment indispensable et je rejoins parfaitement. Du coup, nous, maintenant, vraiment, dans chaque accompagnement, on prévoit un temps assez conséquent, en fait, pour passer du temps à dialoguer avec les dirigeants, jouer sur tous les leviers, évidemment rationnels et chiffrés, et faire de la prospective la plus éclairée de données, mais aussi sur la partie émotionnelle. Donc voilà, on a des types d'ateliers, d'animation pour aussi engager ce type de dirigeants à avoir aussi un ressenti par rapport à ces enjeux-là. Donc engager le COMEX pour clairement fédérer le leadership et donner la vision, les moyens à l'entreprise de se transformer est clé. Je donnerai, et je vois que le temps est court, donc je ne pourrais pas aborder tous les autres sujets que je voulais partager dans les facteurs clés. Je pense que ce qui est important, je mettrai l'accent sur ce point-là, c'est faire écosystème. Et dans cette recherche du dirigeant aussi de motivation et d'engagement, évidemment, il faut que l'entreprise elle fasse écosystème dans cette ambition avec ses fournisseurs, avec ses clients de manière assez naturelle, mais aussi avec ses concurrents. Et ça, c'est moins évident dans l'immédiat. Et je pense notamment à une expérience qu'on a eue, nous, côté EcoAct. On s'est engagé l'année dernière dans la Convention du climat pour les entreprises, justement, j'en parle. Et on s'est retrouvé avec nos concurrents à réfléchir pendant plus de 6 mois sur quel serait le nouveau modèle d'affaires du secteur du conseil pour intégrer Dimension. Et voilà, il y a d'autres parcours, et même au-delà de la Convention, il y a évidemment toute une multitude de parcours qui permet à des secteurs aussi de réfléchir avec l'ensemble des entreprises constituant le secteur sur comment on peut s'y prendre. Donc c'est un moment assez collaboratif en fait aussi qui peut permettre d'éviter le vertige du dirigeant par rapport à cette prise de risque sur le changement de modèle d'affaires. Merci d'insister là-dessus parce qu'on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération et la coopération c'est très important. En 1 minute, Alan, est-ce que tu peux nous faire rêver sur Carlotech et nous montrer comment il y a justement vous faites écosystème? En 1 minute parce que j'ai une conférence qui commence dans 1 minute. Donc en fait, quand j'ai pris conscience que la RSE 1.0, ça faisait vers 20% de réduction d'impact, je me suis dit, c'est facile d'être consultant et de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc j'ai cofondé un écosystème d'entreprises en Bretagne qui s'appelle Carlotech. Je n'ai pas le temps, vous irez voir, qui a pour objectif de démontrer qu'on peut vivre confortablement en respectant les limites planétaires.
Alors à date, dans l'écosystème, il y a une exploitation agricole, une vraie, pas juste un jardin ou un démonstrateur. Il y a un bureau d'études en énergie et éco-rénovation de l'ancien. Il y a un centre de formation et à la fin de l'année, on aura investi dans une foncière de nouvelle génération. Voilà. Notre angle à nous, en tant que nouveau modèle économique, on n'en a pas encore parlé, c'est l'innovation frugale et la low-tech. Voilà. Et je terminerai là-dessus et je file. Tout ce que vous avez entendu doit être mis en œuvre, à mon avis, en même temps. C'est-à-dire la seconde vie, l'économie de la fonctionnalité, la low-tech. Si on met tout ça bout à bout, on y arrive en fait à rentrer dans les limites planétaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, ciao. Merci pour cette bonne nouvelle. Donc merci aux intervenants et intervenantes, merci au public. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de prendre vos questions, mais les intervenantes qui sont encore là sont prêtes pour discuter si vous le souhaitez.